À une fête, ma femme a dit à mes amis, j'ai un mari, mais je me sens seule. Je me suis levé. Tout a commencé par une simple phrase, jetée comme un mégot de cigarette, mais elle a brûlé comme l'enfer. Nous étions au barbecue de mon pote Tom, un de ces samedis de fin d'été où l'air vrombit du chant des cigales et où l'odeur de charbon de bois s'attarde comme un invité indésirable. Le jardin était plein de vie, les enfants se faufilaient dans l'herbe, les glacières dégoulinaient à l'ombre. La vieille radio de Tom hurlait, Born to Run, de Springsteen. J'étais au grill, les manches retroussées, retournant des hamburgers avec la concentration d'un homme qui essaie d'échapper à ses propres pensées. Ma femme, Claire, était près de la table de pique-nique, son verre de vin captant la lumière du soleil alors qu'elle se lançait dans une histoire, son rire aussi tranchant que du verre brisé. « Oh, vous savez comment est Marc, dit-elle, sa voix perçant le brouhaha, coupant à travers la brume de fumée et de bière. Il est toujours si occupé avec ses petits projets. C'est comme si je vivais seul. » Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Le groupe autour d'elle, la femme de Tom, Jen, un couple de voisins, quelques copains de fac, s'est figé, leur sourire se tendant comme du caoutchouc étiré. Quelqu'un a toussé. Le pskit d'une canette de bière s'est ouvert trop fort dans le silence soudain. J'ai gardé les yeux sur le grill, la spatule stable, pressant un steak jusqu'à ce qu'il grésille. Ma mâchoire s'est crispée, mais je n'ai pas levé les yeux. J'avais déjà entendu ces pics. Les petites remarques sur mon travail, mes hobbies, le fait que je n'avais jamais de temps pour elles. Mais étaler ça ici, devant des gens qui me connaissaient depuis l'époque où on se faufilait pour boire des bières dans les dortoirs, c'était un nouveau niveau de bassesse. Tom, appuyé contre la balustrade de la terrasse, a croisé mon regard, son front se plissant comme s'il évaluait s'il devait intervenir. Jen lui a lancé un regard, un rapide hochement de tête, comme pour dire « laisse tomber ». J'ai forcé un sourire assez fort pour que tout le monde l'entende. Ouais, Claire. Je suppose que je suis le pire colocataire que tu aies jamais eu. Quelques gars ont ricané, nerveusement, mais ce n'était pas drôle. C'était un coup de semonce, une ligne tracée dans le sable. Claire n'a rien remarqué, elle a juste agité la main comme pour chasser un moustique et a continué à parler, sa voix se fondant à nouveau dans le bourdonnement de la foule. J'ai retourné un autre hamburger, la graisse crépitant comme ma patience. En rentrant à la maison, le silence dans la voiture était plus lourd que la chaleur d'où. Claire regardait par la fenêtre du passager, ses doigts tapotant son téléphone, la lueur projetant des angles durs sur son visage. Je n'arrêtais pas de me repasser ces mots, la façon dont ses lèvres s'étaient retroussées quand elle avait dit « petit projet », comme si ma vie était un hobby qu'elle tolérait à peine. J'ai pensé aux années que nous avions passées à construire quelque chose, sa carrière dans le marketing, mon garage, la maison que nous avions peiné à acheter. Le mariage est parfois difficile, me suis-je dit. Tu serres les dents, tu attends que ça passe. Mais cette phrase au barbecue, ce n'était pas une pique. C'était une fissure dans les fondations. Et je commençais à voir à quel point elle était profonde. Si j'avais su ce qu'elle allait faire ensuite, j'aurais commencé à faire ses valises cette nuit-là. Il y a 5 ans, nous étions différents. Je me souviens encore de la nuit où nous avons emménagé dans notre maison. Une bicoque à retaper en périphérie de la ville, avec des planchers qui craquaient et un jardin qui sentait le pain et les possibilités. Claire était pieds nus, les cheveux en chignon désordonnés, riant alors que nous luttions pour faire passer le canapé de friperie par la porte d'entrée, son plaid délavé s'accrochant au cadre. « Marc, tu vas te casser le dos », me taquinait-elle, les mains sur les hanches, mais ses yeux étaient chauds, brillants comme les guirlandes lumineuses que nous avions accrochées dans le salon. Nous nous sommes effondrés sur ce canapé jusqu'à 2 heures du matin, partageant une bouteille de vin rouge bon marché, du genre qui tache les dents et vous rend audacieux. L'air sentait la sueur et la peinture fraîche, et nous parlions de ce que nous ferions de cet endroit. Des murs vert sauge, un potager, peut-être un chien bâtard du refuge. Elle a penché sa tête sur mon épaule, ses doigts entrelacés dans les miens, sa peau douce contre mes callosités. « C'est ça, Marc », a-t-elle dit, sa voix douce mais assurée. « C'est notre commencement. » Je l'ai cru. Bon sang, je croyais en nous. À l'époque, son rire n'avait pas de tranchant, et ses mots ne blessaient pas. À l'époque, je pensais que nous serions inarrêtables. Mais c'était avant ces nuits tardives au travail. Avant les commentaires désobligeants, avant qu'elle ne commence à me regarder comme si j'étais un meuble qu'elle regrettait d'avoir acheté. Je me suis accroché à ce souvenir. Le canapé, le vin, son rire, parce que c'était la preuve que nous avions été heureux un jour. Mais avec le recul,
c'était ma première erreur. S'accrocher à un passé qui s'effaçait déjà. La semaine après le barbecue, notre maison est devenue plus froide qu'un matin de janvier. Claire a commencé à rentrer plus tard, ses talons claquant sur le parquet comme un métronome, comptant à rebours jusqu'à quelque chose que je ne pouvais nommer. Elle marmonnait un dîner avec un client ou une réunion qui s'éternisait, puis s'effondrait sur le canapé, son téléphone brillant entre ses mains, son pouce défilant comme si cela la maintenait à flot. J'essayais de croiser son regard, de dire quelque chose de normal, mais c'était comme parler à une ombre. Un soir, j'étais dans la cuisine à hacher des oignons pour un chili, la piqûre vive me faisant pleurer les yeux. La radio fredonnait doucement. Une chanson country sur un cœur brisé. Je n'ai pas pris la peine de l'éteindre. Claire est entrée en coup de vent, son blazer jeté sur son bras, son téléphone déjà sorti, son visage éclairé par sa lumière froide. J'ai essayé de rester léger, comme toujours. Et, tu en veux quand ce sera prêt? J'ai fait cette recette épicée dont tu raffolais. Elle n'a pas levé les yeux, a juste marmonné, peut-être. Comme si je lui tendais un prospectus dans la rue. J'ai posé le couteau, la lame cliquetant contre le comptoir, et je me suis essuyé les mains sur un torchon, le coton rugueux me ramenant à la réalité. Claire, tu vas poser ce téléphone et me parler, ou quoi? Elle a soupiré, longuement et de manière dramatique, comme si je lui avais demandé de courir un marathon. Marc, je suis crevé. On peut ne pas faire ça maintenant? Sa voix avait ce tranchant, celui qui dit que vous êtes le problème juste par votre existence. Je me suis appuyé contre le comptoir, croisant les bras, mon pouce accélérant. Faire quoi? Demander à ma femme comment s'est passée sa journée? Ouais, un crime terrible. Elle a finalement levé les yeux, son regard acéré, comme si elle me jaugeait pour un combat. Tu ramènes toujours tout à toi, n'est-ce pas? J'essaie de décompresser et tu me cuisines comme si j'étais au tribunal. J'ai ri, court et amer, le son avalé par le bourdonnement du frigo. Cuisiner? Claire, je t'ai demandé si tu voulais du chili. Si c'est trop, dis-le. Elle s'est levée, attrapant son téléphone comme si c'était sa bouée de sauvetage, son blazer glissant au sol. Je n'ai pas faim, a-t-elle claqué, la voix montant. Je suis épuisé, Marc. J'ai des présentations, des échéances, un patron qui est sur mon dos tous les jours. Tu crois que je veux rentrer à la maison pour un interrogatoire? Je me suis avancé, gardant ma voix basse mais ferme. Je comprends. Tu es stressé, mais n'agis pas comme si j'étais le méchant parce que je veux parler. Tu n'es pas la seule à avoir une vie. Ses yeux ont lancé des éclairs, ses doigts se resserrant sur son téléphone. Oh, s'il te plaît. Tu es à ton garage toute la journée à jouer avec des voitures pendant que je me noie dans les réunions. Tu ne comprends pas, elle s'est retournée, ses talons claquant alors qu'elle se dirigeait vers les escaliers. Je vais me coucher. Je l'ai appelée, ma voix plus sèche que je ne le voulais. Tu sais, Claire, je ne suis pas ton paillasson. Tu veux m'exclure? C'est ton choix. Mais ne t'attends pas à ce que je continue de frapper. Elle ne s'est pas arrêtée, ne s'est pas retournée, a juste disparu à l'étage, laissant son blazer froissé près de la porte comme une promesse abandonnée. Je suis resté là, à regarder les oignons, le couteau toujours à la main, l'odeur me brûlant le nez. C'est là que j'ai fait mon premier geste. Je n'allais pas continuer à jouer à ce jeu où je mendiais des miettes de son attention. Le lendemain matin, j'ai rompu notre routine. Nous avions l'habitude de prendre le café ensemble, un rituel des premiers jours, assis à la table de la cuisine, elle lisant les nouvelles sur sa tablette, moi parcourant la section des sports, l'odeur des grains torréfiés emplissant l'air. Plus maintenant. Je me suis levé à l'aube, j'ai fait mon café, la cafetière sifflant comme si elle était dans le coup, et je suis sorti avant que son réveil ne sonne. J'ai laissé un mot sur le comptoir, griffonné sur un post-it. Le café est prêt. Je suis sorti. Pas d'explication, pas d'excuse. Si elle voulait me faire la tête, je n'allais pas rester là à essayer de la réchauffer. Quand je suis rentré ce soir-là, elle était sur le canapé, comme toujours, son téléphone projetant une lueur pâle sur son visage. La cafetière était intacte, le post-it froissé sur le comptoir comme si elle l'avait lu et ignoré. Elle m'a jeté un coup d'œil, ses yeux se plissant comme si elle attendait que j'en parle. Je ne l'ai pas fait. J'ai pris une bière dans le frigo, sa morsure froide me stabilisant, et je me suis assis à la table de la cuisine, parcourant des emails de travail.
Jen m'avait envoyé un texto plus tôt pour me demander si j'allais bien après le barbecue. Je n'ai pas répondu. Deux peuvent jouer au jeu du silence, Claire. Le garage était mon sanctuaire. Il l'avait toujours été. C'est un petit endroit près de l'autoroute avec une enseigne au néon qui clignote quand il pleut et un sol en béton taché par des années d'huile et de crasse. Je l'avais construit à partir de rien, en commençant par un seul box et une boîte à outils que j'avais reçue de mon père. Maintenant, il y a 3 box, une équipe de 4 personnes et la réputation de réparer ce que les autres ne peuvent pas. Ce matin-là, après avoir laissé Claire avec son café intact, je me suis jeté dans le travail. Pas pour l'argent, mais pour le bruit, le cliquetis des clés, le bourdonnement du pont élévateur, l'odeur de graisse et de métal qui me rappelait qui j'étais. Javier, mon mécanicien en chef, était sous une Mustang de 98, marmonnant en espagnol alors qu'il se battait avec un boulon récalcitrant. Il m'a vu entrer, a glissé sur sa planche à roulettes et a souri. « Patron, on dirait que t'as dormi dans une décharge. »« Ouais, eh bien, le mariage fait ça, » ai-je dit, jetant ma veste sur une chaise, le cuir grinçant. « C'est quoi le problème avec celle-là ? » Joint de culasse pété, client radin. La même vieille histoire, a dit Javier en s'essuyant les mains sur un chiffon. Tu te joins à nous ? J'ai attrapé une clé et je me suis glissé sous la voiture avec lui. Le béton frais contre mon dos, le travail me sortant de ma tête. La voix de Claire au barbecue tournait en boucle, cette phrase, c'est comme si je vivais seul, comme un mauvais jingle de radio. J'ai serré un boulon, le métal gémissant, et je me suis concentré sur la tâche. Plus tard, dans la salle de pause, nous avons mangé des sandwichs du traiteur d'en face. L'odeur d'oignon et de vinaigre se mélangeant à l'huile de moteur. Javier s'est adossé à sa chaise, ouvrant un soda. T'es plus silencieux que d'habitude, mec. Problème à la maison ? J'ai pris une bouchée, mâché lentement et haussé les épaules. Claire est sur les nerfs. Elle pense que ma vie est une blague. Javier a haussé un sourcil, son sourire s'effaçant. Elle a toujours eu l'air exigeante. Sans vouloir t'offenser. Pas d'offense, ai-je dit en esquissant un sourire. Elle a mis les bouchées doubles. Pique en public. Froideur à la maison. J'en ai presque fini. Il a hoché la tête, prenant une gorgée de son soda. Tu te souviens de mon ex, Sophia ? Elle faisait ce genre de truc. Toujours à me faire sentir petit, comme si je n'étais pas assez. J'ai tenu trop longtemps, pensant que ça s'arrangerait. Ça ne s'est pas arrangé. Ouais, ai-je dit en me penchant en avant, mon sandwich oublié. Qu'est-ce que tu as fait ? Je l'ai mise à la porte, a-t-il dit. C'est aussi simple que ça. Ça a pris du temps, mais j'ai fini par comprendre que je méritais mieux. Toi aussi, patron. Cet endroit. Il a fait un geste vers le garage, les outils, les voitures. C'est toi. Elle ne comprend pas ça. C'est sa perte. Je n'ai pas dit grand-chose, mais ces mots sont restés. Le garage était à moi, mon travail, ma sueur, mon nom sur l'enseigne. Claire pouvait se moquer de mes petits projets, mais ici, j'étais solide, respecté. Plus tard, alors que nous rangions, Javier m'a tapé sur l'épaule. Quoi que tu fasses, Marc, ne la laisse pas t'entraîner vers le bas. Tu vaux trop pour ces histoires. J'ai hoché la tête, le poids de ses paroles s'installant en moi. Je n'allais pas laisser Claire me prendre ça. Quelques semaines plus tard, nous étions chez les Wilson pour le dîner. Ce sont des voisins, la cinquantaine, le genre à garder leur pelouse parfaite et à toujours avoir une histoire sur leur golden retriever, Max, qui ronflait sous la table. Je n'étais pas ravi d'y aller. Le sarcasme de Claire avait été incessant. De petites aiguilles chaque fois que nous parlions, mais je me suis dit que nous pouvions faire semblant pour une nuit. Grosse erreur. La salle à manger des Wilson sentait l'ail rôti et la cire de bougie. La table était dressée avec des assiettes dépareillées et un centre de table de marguerite que Karen avait probablement cueilli dans son jardin. Nous nous passions un bol de purée de pommes de terre, la vapeur s'élevant en volute, quand Claire a commencé. Elle racontait une histoire sur un événement professionnel, agitant les mains, son rire emplissant la pièce comme autrefois, quand nous allions bien. Puis elle s'est tournée vers moi, ses yeux brillant d'une lueur acérée. Bien sûr, Marc ne le saurait pas. Il est trop occupé à bricoler dans le garage pour se soucier de mon travail. Le silence s'est fait à table. La fourchette de Karen s'est figée à mi-chemin de sa bouche,
son sourcil s'arquant comme un point d'interrogation. Greg m'a jeté un coup d'œil, sa mâchoire se crispant comme s'il se préparait à l'impact. J'ai posé mon verre, le tintement sonore dans le silence, et je me suis adossé à ma chaise. Drôle, ai-je dit, la voix basse mais ferme. Aux dernières nouvelles, mes projets de garage paient les factures. Quelle est ton excuse pour avoir oublié notre anniversaire le mois dernier? Le sourire de Claire s'est fissuré, son rire forcé et cassant. Oh, allez, Marc. C'était un seul jour. Tu es si sensible. Sensible, ai-je dit en haussant un sourcil, ma fourchette posée sur mon assiette. Non, j'ai juste une bonne mémoire. Contrairement à certains. Karen s'est raclé la gorge, posant sa fourchette avec un léger bruit. Eh bien, a-t-elle dit, la voix prudente comme si elle naviguait en terrain miné. Je suis sûr que vous deux traversez juste une mauvaise passe. Le mariage demande du travail, n'est-ce pas, Greg? Greg a hoché la tête, les yeux sur son steak. C'est sûr, a-t-il dit, le ton neutre, mais son regard vers moi disait qu'il en avait assez entendu. Mais, la communication est la clé, non? Claire a ri. Trop fort, essayant de reprendre le contrôle. Exactement. Si seulement Marc pouvait communiquer sans transformer chaque discussion en dispute. Sa voix était légère, mais ses yeux lançaient des poignards. J'ai pris une longue bouchée de purée, laissant le silence parler pour moi. Karen tripotait sa serviette, son sourire crispé. Peut-être devrions-nous parler d'autre chose, dit-elle, la voix enjouée mais fragile. Vous ai-je dit que Max a encore fouillé dans les poubelles du voisin? Le reste du dîner s'est traîné, l'air épais de mots non dits. Sur le chemin du retour, Claire était un nuage d'orage sur le siège passager. Tu m'as embarrassé là-bas, a-t-elle lâché, les bras croisés, fixant les lampadaires qui défilaient. J'ai serré le volant, les jointures blanches. C'est toi qui as commencé, Claire. N'attaque pas si tu ne supportes pas la riposte. Tu es incroyable, dit-elle, la voix basse et venimeuse. Tu dois toujours me faire passer pour la méchante. Je me suis garé dans l'allée, j'ai coupé le moteur et je me suis tourné vers elle. Tu n'as pas besoin de mon aide pour ça, ai-je dit, la voix froide mais calme. Tu te débrouilles très bien toute seule. Cette nuit-là, j'ai fait un autre geste. J'ai arrêté de partager mon emploi du temps. Fini-les, je serai à la maison vers 18h, ou, je vais boire une bière avec Tom. Si elle voulait savoir où j'étais, elle pouvait demander. Elle ne l'a pas fait. J'ai commencé à faire des heures supplémentaires au garage. Le bourdonnement du pont élévateur et l'odeur d'huile valaient mieux que le silence à la maison. Claire voulait jouer la carte, je suis seul. Voyons comment elle aimerait la réalité. Je n'étais pas le seul à prendre mes distances. Claire se noyait dans son propre monde, même si elle ne l'admettrait jamais. Un soir, je suis rentré tôt, m'attendant à la trouver sur le canapé, téléphone à la main. Au lieu de cela, elle était à la table de la cuisine, des papiers éparpillés comme après une tempête, son ordinateur portable ouvert sur une feuille de calcul saignant de chiffres rouges. Elle ne m'a pas entendu entrer, la tête entre les mains, les doigts emmêlés dans ses cheveux. Pendant une seconde, j'ai revu l'ancienne Claire, celle qui veillait tard avec moi, planifiant notre avenir, les yeux brillants d'ambition. Ça va, ai-je demandé, appuyé contre l'embrasure de la porte, mes clés cliquetant dans ma main. Elle a sursauté, refermant son ordinateur portable d'un coup sec, les yeux rouges comme si elle avait pleuré ou lutté contre les larmes. Mon Dieu, Marc, ne me surprends pas comme ça. Je ne t'ai pas surprise, ai-je dit, gardant un ton neutre, en entrant dans la cuisine. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Elle a rassemblé les papiers en une pile, ses mouvements rapides, défensifs. Des trucs de travail. Tu ne comprendrais pas, je me suis appuyé contre le comptoir, croisant les bras. Et c'est moi. Elle a soupiré, les épaules affaissées, la voix basse. C'est la nouvelle campagne. Le client est un cauchemar, et mon patron est sur mon dos tous les jours. Si je ne réussis pas ça, je suis fini. Elle m'a regardé, vraiment regardé, et un instant, j'ai cru qu'elle allait me laisser entrer. Je dors à peine, Marc. Je suis dépassé. J'ai hoché la tête, m'adoucissant juste un peu. Ça a l'air dur. Tu veux en parler? Je ne peux peut-être pas arranger ça, mais je peux écouter. Son visage s'est durci, le moment était passé. À quoi bon? Tu es toujours au garage à jouer avec tes voitures. Tu ne comprends pas ce que je vis.
Elle a attrapé son ordinateur portable, ses mouvements vifs. Je vais bien. Je vais m'en sortir. J'ai senti la pique, mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je suis là, Claire. C'est toi qui fermes la porte. Elle a ri. Courte et amère, se dirigeant vers les escaliers. Ne fais pas semblant de t'en soucier maintenant, Marc. Tu es trop occupé avec tes propres affaires. Les papiers sont restés éparpillés, un désordre qu'elle a laissé derrière elle comme tout le reste. Je suis resté là, à regarder le chaos, et j'ai vu Claire. Claire ne me repoussait pas seulement. Elle repoussait tout le monde. Son travail, son stress, quoi que ce soit qui l'arrangeait. Ce n'était pas une excuse, mais ça faisait partie du tableau. Elle était en train de s'effondrer. Et au lieu de tendre la main, elle s'en prenait à moi. J'ai ressenti une pointe de pitié, mais ça ne changeait rien à la vérité. Je n'étais pas son punching ball. À ce stade, notre maison était un champ de bataille silencieux. Claire avait redoublé d'efforts, m'ignorant, me parlant sèchement quand je lui adressais la parole, lâchant des commentaires désobligeants comme des confettis. Un samedi, j'étais dans le salon, la télé diffusant un match de football que je ne regardais pas, quand elle a déboulé, les bras croisés, se plantant devant l'écran comme un juge rendant un verdict. « Il faut qu'on parle », dit-elle, la voix sèche, les yeux flamboyants comme si elle avait répété ça toute la journée. J'ai coupé le son de la télé, le silence lourd comme un nuage d'orage. « Vas-y, parle. » Elle s'est lancée, ses mots tranchants et répétés. « J'en ai marre de ça, Marc. Tu n'es jamais là. Tu te fiches de ce que je traverse, et en gros, je fais tout toute seule. J'ai besoin que tu te bouges, sinon ça ne marchera pas, je l'ai fixé, laissant ces mots se poser comme de la poussière. Me bouger, ai-je dit en me penchant en avant, les coudes sur les genoux. Tu veux dire comme payer l'hypothèque, réparer ta voiture, préparer des repas que tu ne touches même pas? Ce genre de choses? Elle a levé les yeux au ciel comme si j'étais un gamin qui ne comprenait rien. Tu déformes tout. Je parle de soutien émotionnel. Tu es déconnecté. Tu n'essaies même pas de créer un lien avec moi. Je me suis levé, la regardant droit dans les yeux, ma voix calme mais dure. Créer un lien, Claire? Tu me traites comme un locataire depuis des mois. Tu m'agresses, tu te moques de moi devant nos amis, et maintenant tu me poses un ultimatum. C'est quoi la suite? Un PowerPoint sur comment je te déçois. Son visage s'est crispé, ses bras se sont croisés plus fort. Si ça ne te plaît pas, trouve ce que tu fais de mal. Ce n'est pas moi qui m'éloigne. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était absurde. M'éloigner? Tu me pousses dehors depuis le barbecue. Tu veux jouer la victime? Très bien, mais ne t'attends pas à ce que je joue le jeu, elle s'est approchée, la voix montant, désespérée maintenant. Tu te crois parfait? Tu es toujours au garage, me laissant gérer tout le reste. Les factures, les courses, mon travail qui s'effondre. Je me noie, Marc. Et toi, tu n'es tout simplement pas là. Je n'ai pas bronché. Tu te noies parce que tu choisis de le faire. J'ai été là, Claire, essayant de parler, essayant de réparer ça. C'est toi qui n'arrêtes pas de me fermer la porte. J'ai fini de supplier. Ses yeux se sont agrandis comme si elle ne s'y attendait pas, et alors? Tu abandonnes comme ça, après tout? Tout, ai-je dit en passant devant elle, attrapant mes clés. Tu veux dire les mois où tu m'as traité comme une ordure? Ouais, j'en ai fini avec ça. Je me suis dirigé vers la porte, ma veste sur l'épaule. J'ai fini d'encaisser. J'ai conduit jusqu'à chez Tom, la route un flou sous les phares. Il était dans son garage, bricolant une vieille Harley, l'air épais d'huile et de métal. Il m'a jeté un regard, m'a tendu une bière et a dit, encore Claire. Yep, ai-je dit en ouvrant la canette, le pétillement froid me ramenant à la réalité. Elle a un nouveau scénario maintenant. Elle dit que je ne suis pas disponible émotionnellement. Tom a reniflé, s'essuyant la graisse des mains. On dirait qu'elle lit un livre de développement personnel. Tu lui as parlé? J'ai essayé, ai-je dit en m'appuyant contre l'établi, les outils cliquetant sous mon poids. Elle n'est pas intéressée par la discussion. Elle est intéressée par la victoire. Tom a posé sa clé, les yeux plissés. Mec, j'ai vu ça venir au barbecue. Jen s'inquiète pour toi aussi, elle dit que Claire est bizarre depuis un moment,
mais tu ne mérites pas ce genre de pique devant tout le monde. Ouais, eh bien, elle a mis les bouchées doubles depuis, ai-je dit en prenant une gorgée. Ce soir, c'était un ultimatum. Soit je me bouge, soit c'est fini. Tom a haussé un sourcil, s'adossant à la moto. Et qu'est-ce que tu as dit? Je lui ai dit que j'en avais fini de jouer à son jeu, ai-je dit. Elle me repousse depuis des mois. Je ne vais plus la poursuivre. Il a hoché la tête lentement, comme s'il pesait ses mots. Bien. Tu es trop solide pour ces bêtises. Mais tu es sûr de toi? Partir. C'est un grand pas, j'ai regardé la canette de bière, la condensation froide contre ma paume. Je ne pars pas. Je me défends. Il y a une différence. Tom m'a tapé sur l'épaule, son sourire en coin. C'est mon gars. Change le plateau de jeu, mec. Ce n'est pas à elle de décider. Cette nuit-là, j'ai fait un autre pas. J'ai annulé notre carte de crédit commune. Pas par dépit, mais parce que j'en avais marre de la laisser dépenser mon argent en me traitant comme une ordure. J'ai ouvert un nouveau compte, j'ai transféré mes virements automatiques et je l'ai verrouillé. Quand elle s'en est aperçue quelques jours plus tard, en essayant d'utiliser la carte dans une boutique et qu'elle a été refusée, elle m'a envoyé un texto en majuscule. Qu'est-ce que tu as fait à la carte? J'ai répondu, c'est ma carte. Tu veux dépenser? Utilise ton propre argent. Puis j'ai éteint mon téléphone. Elle pouvait bouillir. Je n'étais plus sa banque. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée à la fête d'anniversaire de Mike. Une grande soirée dans un bar du centre-ville avec des sols collants et des néons qui bourdonnaient comme des mouches. Claire avait été sur les nerfs toute la semaine, probablement parce que j'avais pris mes distances. Moins de paroles, moins de faveurs, plus de recherche de son approbation. Ça ne lui plaisait pas, mais au lieu de parler, elle a déclenché l'arme nucléaire. Nous étions à une table haute, entourés de mes potes et de leurs femmes, l'air épais d'une odeur de bière bon marché et de friture. Claire en était à son 3e verre de vin. Son rire trop fort, ses gestes trop amples, comme si elle jouait pour un public. Sarah, la femme de Mike, s'est penchée sur la table, ses boucles d'oreilles scintillant dans la pénombre. Alors, comment allez-vous tous les deux? Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Avant que je puisse répondre, Claire a bondi, la voix dégoulinante de sarcasme. Oh, on va très bien. Je veux dire, j'ai un mari, techniquement, mais c'est comme si j'étais célibataire la plupart du temps. Le silence est tombé sur la table. Les yeux de Sarah se sont écarquillés, se tournant vers moi. Mike a laissé échapper un petit sifflement, sa bière à mi-chemin de sa bouche. Un autre ami, Dave, s'est agité sur son siège, sa femme lui donnant un coup de coude comme pour l'avertir de ne pas s'en mêler. J'ai posé ma bouteille, le verre froid contre ma paume, et je me suis penché en avant. C'est drôle, Claire, ai-je dit, ma voix calme mais tranchante comme une lame. Parce que de là où je suis, tu agis comme si tu étais célibataire depuis des mois. Son visage a rougi, mais elle a essayé de s'en tirer avec un rire, la voix cassante. Oh, allez, Marc. C'est une blague. Détends-toi. Sarah a toussé, posant son verre. Ok, waouh, dit-elle, la voix légère mais mal à l'aise. Peut-être qu'on devrait s'en tenir aux discussions d'anniversaire. Mike a hoché la tête, les yeux sur moi. Ouais, ne gâchons pas l'ambiance. Marc, tu veux une autre bière? Je me suis levé, ma chaise raclant le sol. Non, Claire, tu n'as plus le droit de faire ça. Tu veux être célibataire? À partir de maintenant, tu le es. J'ai attrapé ma veste, le cuir craquant dans ma main, et je suis sorti, le bruit du bar s'estompant derrière moi. Le visage stupéfait de Claire était gravé dans mon esprit. Sarah a crié mon nom, sa voix douce mais urgente. Marc, attends. Mais j'ai continué à marcher, l'air frais de la nuit me frappant le visage en sortant. Je suis rentré chez moi, la maison sombre à l'exception de la lumière du porche qui vacillait comme si elle était à bout de souffle. Je suis allé dans la chambre, j'ai sorti 2 valises et j'ai commencé à faire ses affaires. Pas dans un accès de rage, juste méthodiquement. Vêtements pliés, chaussures alignées, son ordinateur portable et sa trousse de maquillage sur le dessus. Je n'ai touché à rien qui était à nous, juste ses affaires personnelles. Quand elle est rentrée, 2 heures plus tard, les valises étaient près de la porte, nettes comme un verdict. Elle est entrée, les a vues et s'est figée, son sac à main glissant de son épaule.
Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé, la voix tremblante, entre la colère et la peur. Tes affaires, ai-je dit, appuyé contre le comptoir de la cuisine, un verre d'eau à la main, les glaçons cliquetant doucement. Tu es libre maintenant. Plus besoin de faire semblant. Elle a ri, nerveuse, comme si elle pensait que je bluffais. Marc, allez. C'était une blague. Tu montes ça en épingle. J'ai posé le verre. Le son était sec dans le silence. Une blague? Non, Claire. Une blague, c'est drôle. Ce que tu fais depuis des mois, c'est démolir notre relation petit à petit. J'en ai fini. Elle s'est approchée, agitant les mains, la voix montant. Je ne le pensais pas comme ça. Je me défoulais. D'accord, je suis stressé. Le travail a été fou. Tu le sais. Tu ne peux pas simplement mettre fin à tout ça pour un commentaire stupide. Tu crois que c'est à cause d'un seul commentaire? Ai-je dit, la voix calme mais froide. C'est à cause de moi où tu m'as humilié, ignoré, agi comme si je n'étais rien. Tu n'as pas le droit de réécrire les règles et de t'attendre à ce que je joue le jeu. Prends tes affaires et va-t'en. Elle a regardé les valises, puis moi, les yeux grands ouverts comme si elle attendait que je craque. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait pleurer, mais non. Elle a attrapé son sac, a marmonné, tu es dramatique, et est sortie, laissant les valises derrière elle. La porte s'est refermée, et la maison m'a semblé plus légère, comme si elle pouvait enfin respirer. Les semaines après le départ de Claire furent calmes, mais pas du silence lourd auquel je m'étais habitué. C'était différent. Vide, mais propre, comme l'air après un orage. J'ai passé beaucoup de temps au garage, me perdant dans le rythme du travail, le cliquetis des outils, la satisfaction de réparer quelque chose de cassé. Mais un soir, je suis resté à la maison, assis sur le porche arrière avec une bière, l'air frais avec le premier soupçon d'automne. Les pins bruissaient, leur parfum vif et rassurant. Et j'ai pensé aux dernières années, à la façon dont j'avais laissé passer les pics de Claire. Comment je m'étais dit que ce n'était qu'une phase. Je me suis souvenu d'un moment du début, peut-être un an après notre mariage. Nous étions à la plage, le seul voyage que nous ayons fait avant que la vie ne se complique. Claire dansait dans les vagues, les cheveux fous dans le vent, riant en m'entraînant dans l'eau froide. J'avais souri comme un idiot, la poursuivant, le sel piquant ma peau, sa joie contagieuse. C'était la Claire que j'avais épousée, celle avec qui je pensais vieillir. Mais cette Claire avait disparu, remplacée par quelqu'un qui me voyait comme un problème à résoudre, un fardeau dont il fallait se moquer. Je n'étais pas sans reproche. J'aurais pu insister davantage, poser plus de questions, voir la fissure plus tôt. Peut-être que j'étais trop absorbé par le garage, trop prompt à rejeter ses plaintes comme du stress. Mais elle avait pris ma patience et l'avait transformée en arme, l'utilisant pour m'éroder jusqu'à ce que je sois invisible. Je n'étais plus en colère. Pas vraiment. Juste fatigué. Fatigué d'être le méchant dans son histoire. Fatigué d'essayer de réparer ce qu'elle n'arrêtait pas de casser. J'ai sorti mon téléphone, fait défiler de vieilles photos. Nous à la plage, ses cheveux en désordre, moi souriant comme un imbécile. Je me suis attardé sur une, où elle riait en tenant un coquillage, le coucher de soleil peignant son visage d'or. Je les supprimais, puis les autres, une par une, non par dépit, mais parce qu'elles n'avaient plus leur place. Le gars sur ces photos pensait qu'il pouvait la sauver, nous sauver. Il avait tort. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat, pas un type tiré à 4 épingles, juste Pete, un gars du lycée qui s'était lancé dans le droit de la famille et portait encore des chemises en flanelle au travail. Nous nous sommes rencontrés dans un dîner, du genre avec des banquettes en vinyle craquelé et un café qui avait le goût de pain grillé brûlé. J'ai tout déballé. Les pics publics de Claire, sa froideur, la façon dont elle m'avait érodé jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Pete a écouté, griffonnant sur un bloc-notes, ses yeux vifs derrière ses lunettes. Le divorce ne sera pas une partie de plaisir, dit-il en remuant du sucre dans son café. Mais tu as un dossier solide. Elle l'a rendu public. Des témoins du barbecue, du dîner, du bar. En plus, les finances sont en ta faveur. Les finances? Ai-je demandé en m'adossant à la banquette, le vinyle grinçant. Tu as couvert la maison, les voitures, la plupart des dépenses, dit-il en feuilletant ses notes. Relevé bancaire, reçu, tout est là. Elle peut essayer de broder une histoire, mais ça ne tiendra pas la route.
Nous avons déposé les papiers ce jour-là. Claire a fait exploser mon téléphone pendant la semaine suivante. Texto, messages vocaux, email, toute la panoplie. D'abord, c'était des excuses, des « je ne le pensais pas » et des « on peut arranger ça ». Puis c'est devenu de la colère, m'accusant de réagir de manière excessive, de jeter notre mariage par la fenêtre pour rien. Je n'ai pas répondu à la plupart, mais un soir, après un long message vocal où elle me traitait d'égoïste, je l'ai rappelé. Claire, ai-je dit, la voix calme, ma main serrant le téléphone. Tu n'as pas le droit de réécrire l'histoire. Tu as passé des mois à démolir ça, à te moquer de moi, à m'ignorer, à me faire sentir comme si je n'existais pas. Tu n'as pas le droit d'appeler ça rien. C'est toi qui as brisé ça. Je ne fais que l'officialiser. Elle a essayé d'interrompre, la voix montant, frénétique. Marc, tu ne peux pas faire ça. On peut arranger ça. Je ferai mieux. Je le jure. Ne rappelle plus, ai-je dit en la coupant. C'est fini. J'ai raccroché, bloqué son numéro et me suis versé un whisky, la brûlure me stabilisant. Le divorce s'est déroulé plus facilement que prévu. Claire a essayé de jouer la carte, il m'a abandonné, au tribunal, mais Pete avait des preuves. Des années de relevés bancaires, des témoins du barbecue, du dîner, du bar. La juge, une femme à l'air fatiguée avec des lunettes sur le nez, n'a pas cru l'histoire de Claire. La maison, les voitures, les économies, tout est resté avec moi. Elle a eu ses vêtements, quelques milliers de dollars de notre compte joint et un aller simple pour la maison de ses parents en Ohio. Aux dernières nouvelles, elle squattait sur leur canapé, racontant à qui voulait bien l'entendre que j'étais le méchant. Cela fait 1 an depuis le divorce. J'ai vendu l'ancienne maison, trop grande pour une personne, trop pleine de fantômes. J'ai acheté une plus petite maison plus près du garage, un bungalow en briques avec un porche qui attrape le soleil du matin. C'est calme ici, le bon genre de calme. Pas de tension, pas d'attente de la prochaine pique. Le garage prospère. Nous venons de prendre un nouveau client, un type qui restaure une Camaro de 67, et Ravière parie déjà qu'il peut le faire en 1 mois. J'ai rencontré quelqu'un de nouveau il y a quelques mois, Lisa, une professeure de lycée avec un rire qui traverse le bruit dans ma tête. Elle n'est pas parfaite, mais elle écoute quand je parle, et elle ne compte pas les points. Le week-end dernier, nous sommes allés en randonnée, ses bottes soulevant la poussière sur le sentier, sa main frôlant la mienne alors que nous regardions le coucher de soleil peindre le ciel en orange. Elle me respecte et je la respecte. C'est suffisant. Je ne pense plus beaucoup à Claire. Quand je le fais, ce n'est pas de la colère ou de la tristesse, juste un fait. Comme une vieille cicatrice que l'on remarque dans le miroir. Elle pensait pouvoir contrôler le jeu, mais j'ai changé les règles, et je ne le regrette pas. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que l'histoire vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime et à partager vos pensées dans les commentaires. Cela compte vraiment beaucoup pour moi, plus que vous ne l'imaginez. Ces histoires prennent du temps à écrire, et votre soutien m'aide à continuer. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.